Et bonjour, alors ici on va voir une mouche, un diptère. Alors si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, 1 ou 2 mois ou plus, j'avais fait une vidéo sur celle-ci, sur cette mouche à droite, Calliphora vicina. Maintenant je vais parler de sa cousine, comme vous pouvez le voir, sa cousine entre guillemets. Elle fait partie du même genre, Calliphora vomitoria. Voilà, j'ai réussi à l'obtenir. J'avais dit que j'allais faire une vidéo sur elle, bah voici la vidéo. Alors, commençons. Déjà, c'est un diptère, pas trop de surprise, de la famille des Calliphoridae. Donc, une famille assez large, environ 2000 espèces, qui se nourrit surtout de cadavres à l'état larvaire et de pollen à l'état adulte, même si pour les larves, les écologies sont bien plus variées. Et alors, comme toutes les Calliphoridae, elles ont souvent un corps métallique. Alors ici, c'est une espèce du genre Calliphora, des espèces d'Europe et d'Afrique du Nord, ici, comme ici, ont généralement un corps et une tête grisâtre avec un abdomen bleuté qui brille. Par exemple, chez les espèces d'Australie ou d'autres espèces dans d'autres régions, ça peut être différent. L'abdomen peut être d'une couleur différente et parfois il y a des espèces qui n'ont pas de reflet métallique du tout. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est surtout les différences entre Calliphora vomitoria à gauche, Calliphora vicina à droite. Alors déjà, la différence, c'est la taille, qu'on pouvait voir. Celle de gauche, vomitoria, est légèrement plus imposante que vicina, comme vous pouvez le voir. Calliphora vicina atteignant environ une taille de 8 à 12 mm de long, ou parfois moins chez certains individus en malnutrition, qui se sont mal nourris, dont l'alimentation a été assez pauvre à l'état larvaire. Parfois, ils se développent en adultes sous-développés, tandis que Calliphora vomitoria, elle, est plus grande, une taille qui fait entre 9 et 15 mm. Donc en moyenne, Vomitoria est plus grande que Calliphora vicina. Une autre différence, c'est sur la coloration de l'abdomen. Les deux espèces ont un abdomen large, un abdomen court et très trapu, avec plein de poils hérissés. Alors, c'est pas sur la forme est presque pareille. Aussi pour les génitalia, pour les plaies génitales, j'aurais pu vous montrer les différences, mais j'ai disséqué que chez Calliphora vomitoria, pas chez Vicina. Je pourrais peut-être faire un post où je vous montre les différences des génitalia un jour, si j'en capture une autre Calliphora vicina. Mais voici la différence. Désolé. La différence, c'est une différence de couleur. Comme vous pouvez le voir, Calliphora vicina va avoir un abdomen bleu azur, très bleu pur, tandis que Calliphora vomitoria, elle va avoir un abdomen plutôt bleu turquoise, un peu mélangé à du vert, plus verdâtre. Les autres différences se situent au niveau du basicosta et d'un stigmate en particulier. Alors déjà qu'on pouvait voir à la base de l'aile. Voilà, à la base de l'aile, si je zoome assez bien, voilà. Si la qualité n'est pas assez pixelisée, on peut voir le basicosta, on peut voir la base de l'aile qui est comme jaunâtre, qui est différente du reste, alors qu'elle est la même chez Calliphora vomitoria. Désolé pour la qualité, c'est le mieux que je peux faire. Alors aussi là, je vais essayer de bien le voir, je vais essayer de vous le montrer. Calliphora vomitoria a un stigmate antérieur. Voyez le point un peu qui est délimité par le blanc derrière la tête. Ça, c'est le stigmate thoracique antérieur qui est noir chez Calliphora vomitoria, que chez Calliphora vicina. Alors là, chez Calliphora vomitoria, il ne se voit pas très bien, il est noir, ou plutôt grisâtre, comme le reste du thorax, alors que chez Vicina, voilà, vous pouvez voir, c'est la pointe orange, c'est le petit point orange, la tache orange, derrière les yeux, qu'on peut voir,
Le stigmate ici, il est orange chez cette espèce, ainsi que le Basicosta. Alors, d'autres différences, par exemple, les gènes Caephora vicina avaient, je vous ai montré, hein, elle a des gènes rougeâtres, un peu, avec des poils noirs, vous pouvez le voir, alors que chez Caephora vomitorium, c'est l'inverse, on a des gènes grisâtres, un peu noirs, ça dépend de l'angle, avec une pilosité bien rousse. Une pilosité rousse caractéristique de cette espèce. Alors, à part ça, les deux espèces sont très similaires, même si pour le moment, j'ai cherché, il n'y a pas vraiment de cas d'hybridation entre les deux espèces. Alors, une autre différence qui est les plus dans l'habitat, c'est que un Caephora vomitoria est quand même plus rare que Caephora vicina. La plupart du temps, quand vous aurez des grosses mouches bleues sur de la viande en décomposition, sur des excréments, ça sera surtout Caephora vicina. Ça sera presque toujours Caephora vicina, puisque c'est l'espèce la plus commune, hein, de ces des deux. Et en plus, c'est la seule qui s'implante durablement en milieu urbain. C'est à peu près la seule qu'on peut trouver en ville, hein, du moins. Dans mon cas, je n'ai jamais trouvé de Caephora vomitoria en ville. Peut-être qu'il y en a, mais elles sont peut-être très rares dans ces cas-là. Alors que Caephora vomitoria, elle, est plutôt présente en zone rurale. Celle-ci, je l'ai capturée en zone, en espèce de zone montagneuse, en moyenne montagne, juste à côté, à quelques kilomètres de Tanger. Et en fait, c'est en zone rurale, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de ville, c'est plus des petits villages, des maisons, des champs. C'est pas des milieux urbanisés, c'est encore assez sauvage. Il y a encore beaucoup de faune et de flore sauvage qui a été préservée. C'est ici où on trouvera généralement cette espèce-là, puisque j'ai trouvé plusieurs individus ici. Mais même dans ses habitats, elle est plus rare, elle est beaucoup moins commune que sa cousine. Hein, Caephora vicina étant beaucoup plus commune dans la plupart des habitats que Caephora vomitoria. À part ça, la biologie est très similaire. Les adultes vont se nourrir de nectar sur les fleurs, de sucre parfois, et également vont aussi parfois se nourrir sur des fluides corporels, sur des cadavres. Et les femelles vont pondre jusqu'à une centaine d'œufs sur des cadavres, surtout des cadavres, ça peut être des excréments, mais c'est assez rare, surtout chez ce genre. Et les larves ont trois stades, comme la plupart, comme la quasi-totalité en fait, des diptères, et ils vont se nourrir, les asticots ici, dans ce cas-là, ils vont se nourrir de la chair du cadavre pendant quelques mois, quelques semaines à quelques mois, ça dépend des températures, jusqu'à ce qu'ils entrent en phase nymphale, ils se transforment en pupe, en muant. Ils vont s'enterrer dans le substrat, puis ils vont attendre quelques semaines pour devenir des adultes, pour se métamorphoser. Alors, pour la taxonomie, c'est la première espèce du genre Caephora à être décrite, a été décrite par Carl Linné en 1758 sous le protonyme de Musca vomitoria. La plupart des mouches, telles qu'on les connaît, ayant été classées dans le genre Musca à son époque, jusqu'à ce que le genre Caephora soit créé en 1830 par Robino Devoidi, celui qui a décrit justement Caephora vicina. Et puis les espèces proches de Caephora vicina et vomitoria ont été classées dans ce genre là, donc des espèces qui possèdent des caractéristiques similaires. En plus, Caephora vomitoria étant l'espèce la plus anciennement décrite en 1758, c'est l'espèce type de ce genre, si je ne me trompe pas. Et alors, voilà, et alors, hein, désolé pour le bruit, hein, il y a une moto. C'est également la mouche, une des mouches les plus utilisées en entomologie forensique. Désolé, hein. En entomologie médico-légale. Voilà, voici le nom, j'avais oublié pendant un moment. C'est en fait l'étude des cadavres et la datation de la mort de l'individu grâce à des insectes, parce qu'en fait, chaque espèce d'insecte nécrophage
un temps de ponte spécifique. Certaines espèces peuvent arriver quelques minutes après la mort d'un individu ou avant, lorsqu'un individu est en train de mourir. Et d'autres espèces peuvent venir plus tard, quelques jours ou quelques semaines après, pour se nourrir du reste de la dépouille. Et c'est grâce à ça, c'est en examinant les larves de différents insectes qu'on retrouve sur les cadavres de personnes tuées et en les analysant, hein, en prenant compte de la température et de leur espèce, puisque chaque espèce a un temps de ponte spécifique, comme je l'ai dit, c'est comme ça que les entomologistes médico-légaux réussissent à peu près trouver l'heure à peu près exact de la mort d'une personne, et ceci est très utile, surtout dans des enquêtes où on veut savoir quand est morte la personne, ce qui peut nous mener vers des pistes pour rattraper la personne qui a tué la victime. Alors, c'était un peu long comme vidéo, hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé. De rien. Et à plus tard.